Élu dans l'Éligan en 81, il a été ministre de l'Environnement dans le cabinet Bourassa. Fervent défenseur du développement durable, Clifford Lincoln a fait adopter une foule de politiques pour la préservation de la nature. M. Lincoln a démissionné en plein milieu d'une tempête linguistique. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Lincoln. Bonjour. M. Lincoln, vous avez quitté l'Assemblée nationale en 89. En fait, vous n'êtes pas représenté, mais vous n'avez pas abandonné la politique pour autant. Là, il se dessinait une course au leadership des libéraux à Ottawa. Comment vous êtes arrivé là? Un peu une histoire de Don Quichotte, là. Vous savez, il y a des jeunes libéraux fédéraux qui m'ont approché. Il y en avait de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, plusieurs du Québec, qui m'ont dit, il faut que tu ailles à la course du leadership. D'abord, j'ai cru que c'était de la folie, mais en fait, j'ai réussi à avoir des appuis financiers de façon assez étonnante. On a récolté quelque chose de plusieurs centaines de milliers de dollars qui était complètement surprenant. Alors, je me suis dit, on va essayer. Alors là, il y a eu des appuis qui sont arrivés. J'ai eu toutes sortes de gens qui m'ont donné un coup de main. Et alors, je me suis fait candidat et c'est bien parti. C'était l'époque du lac Meech, il y avait plusieurs débats, etc., où je me suis assez bien débrouillé. Bref, on a eu pas mal de publicité et nous avons décidé de faire quelque chose d'assez différent, de traverser tout le Canada pour aller voir les délégués. Alors, on a loué une grosse maison mobile et on a fait le Canada de Terre-Neuve jusqu'à l'île de Vancouver. Ça a été assez extraordinaire. Ça a pris plus que 2 ou 3 mois, je ne me souviens pas exactement. On avait des équipes, là, surtout de jeunes libéraux, on était 5 ensemble. Et on a voyagé tous les jours. Nous allions dans chaque ville, faisant tout le parcours, là, aller voir les délégués, faisant des petits discours, etc. Et ça a été bien et ça a été mal. D'abord, notre équipe s'est divisée entre pro-Meech et anti-Meech. Ça, c'était la grosse question du moment partout. Partout où vous alliez, c'était Meech qui était... Est-ce que vous êtes pour Meech? Est-ce que vous êtes contre Meech? Moi, j'étais pour Meech. Alors, Pour quelle raison vous étiez pour Meech? Pour quelle raison vous étiez pour Meech? Écoutez, c'était une façon pour le Québec de signer la Constitution, la nouvelle Constitution canadienne. C'était des propositions, il y avait 5 propositions que je croyais tout à fait valables et complètement raisonnables. Alors, j'ai cru que c'était une façon qui allait aux 2 partis, au fédéral et au Québec. Alors, pour moi, Meech aurait évité beaucoup de malheurs qui sont arrivés ensuite. Alors, des frictions, etc. Enfin, mais ça a été la grosse question du jour. Et ça divisait vos appuis? Même au sein de notre petite équipe de jeunes libéraux qui voyageaient avec moi, le premier jour qu'on est parti pour Terre-Neuve, tout de suite, il y a eu une bagarre entre pro-Meech et anti-Meech. Surtout les gens, ceux du Québec et ceux d'ailleurs. Alors, ça a été la grosse question qui a toujours... Mais en même temps, c'était une expérience assez formidable. Ironiquement, la plupart de mes appuis et de la base la plus solide que j'avais, c'était dans l'Ontario. Mais en fin de compte, lorsqu'on a réalisé que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, vous luttez à armes complètement inégales. Tout d'abord, moi, j'étais un provincial contre des fédéraux enracinés, comme M. Chrétien, qui avait passé toute sa carrière là, Sheila et les autres.
Et les meneurs, M. Paul Martin et M. Chrétien, avaient récolté des millions. Moi, j'avais ma petite base, là, mais à un moment donné, vous manquez d'argent, vous êtes complètement dépourvu. Là, ça coûte 50 000 $ par mois de continuer là. Alors là, on a décidé de faire un grand coup, d'essayer d'aller à Chambly, faire l'élection partielle de Chambly. Alors, si je gagnais l'élection partielle de Chambly, ça me donnerait comme une espèce de renouveau. Là, j'aurais des appuis nouveaux. On réussira à avoir Et c'était en même temps que la campagne au leadership? Oui, c'était durant la campagne au leadership. Alors, ça a créé beaucoup de controverses au sein de mon groupe, mais surtout les gens de l'Ontario qui m'appuyaient disaient « il faut que tu ailles à Chambly, là tu vas montrer que si tu gagnes, c'est une circonscription difficile, etc. » Mais comme vous savez, je me suis fait laver dans Chambly, et avec raison. Avec raison. Lorsque je revois tout ça en rétrospective, il faut être juste avec soi-même, être parachuté d'un comté qui ne veut pas de vous, ça ne vaut pas la peine. D'un côté, je suis content d'avoir été battu parce que je ne pense pas que j'aurais été heureux là. Je n'aurais pas traduit le vécu des gens de l'endroit. Ce n'était pas mon coin, ce n'était pas mon patelin. J'allais là pour des raisons tout à fait artificielles. Alors, et le leadership, après ça, j'ai abandonné parce que, en fait, vous commencez à emprunter de l'argent, ça devient presque impossible de continuer. Et là, je me suis désisté. Et ensuite, finalement, j'ai mis ma candidature comme député dans Lac-Saint-Louis. Est-ce que vous, pour revenir au leadership, là, est-ce que vous avez appuyé quelqu'un en vous retirant? Non, mon équipe, surtout ceux de l'Ontario, ont tous été avec Sheila Copps. Et alors, j'avais la sympathie, mais je n'ai pas pris de position officielle pour un ou pour l'autre. Je suis resté plus neutre. Vous parliez que vous avez présenté votre candidature après ça dans Lac-Saint-Louis. Oui. Ça, c'est plus dans votre clientèle, en fait, c'est... Oui, c'était réellement un plus grand comté que Nelligan. Nelligan formait partie du Lac-Saint-Louis. Ça s'appelait Lachine-Lac-Saint-Louis dans le temps, maintenant ça s'appelle Lac-Saint-Louis. C'est vraiment la même région, là où j'habite, où je connais beaucoup de gens, alors c'était beaucoup plus facile, c'est sûr. Et vous l'avez remporté assez facilement, oui, cette oui, première oui, élection? Très facilement, oui. Mais M. Chrétien ne vous a pas accueilli au Conseil des ministres, même? Non, non, il ne m'a pas accueilli au Conseil des ministres. Écoutez, lorsque vous êtes en politique, si vous êtes du côté du gouvernement, enfin, pour ceux qui veulent faire des choses, il faut être ministre. Si vous n'êtes pas ministre, autant être je préférais dans l'opposition que être un backbencher du côté du gouvernement, surtout lorsqu'on avait élu 175 personnes. Lorsque vous êtes un de 175, c'est frustrant au possible. Heureusement, d'un côté, que j'avais été nommé secrétaire parlementaire de Sheila Copps, qui était vice-première ministre du Canada. Alors, elle me laissait les coups des franches. En fait, de jour en jour, je faisais tout le travail du ministère, toutes les rencontres, les lois, etc. Alors, j'avais beaucoup de... Elle me laissait coups des franches. Elle me disait, bon, vas-y. Tu sais. Alors, j'ai piloté des dossiers de commissaire de l'environnement, la loi sur la qualité de l'environnement fédéral, là, qui s'appelle CIPA, une autre loi sur toutes les lois fédérales. J'ai fait ça moi-même. Alors, je pilotais les lois et Sheila me donnait complètement confiance. Je me souviens, il y a une loi que nous avons passée où les fonctionnaires, pour vous donner un exemple, les fonctionnaires avaient retiré de la loi tout un chapitre qui avait affaire à la surveillance et enforcement. Je ne sais pas ce qu'on dit enforcement en français, là, le mot... Enforcement, c'est la contrainte? La contrainte, c'est-à-dire les punitions, etc. Oui, oui. Alors, les industriels, le ministère de l'Industrie avait poussé pour qu'on dilue ça. Eux, ils avaient retiré plusieurs de ces dispositions. Je revois ça, je vois toute une section qui manque de la loi.
je vois Sheila qui revenait d'un voyage justement pour le gouvernement. Je lui dis, Sheila, on a retiré une section. Elle, les détails, c'est pas son affaire parce qu'elle n'avait pas suivi ça de jour en jour. Je lui dis, c'est une section clé. Tout de suite, elle appelle le sous-ministre. Elle lui dit, il faut venir tout de suite à mon bureau. Le sous-ministre dit, je suis occupé. Il dit, pas de question. Le sous-ministre arrive et lui dit, voici, tout ce qui a été retiré va être remis dans la loi. Et maintenant, tout ce que moi, Lincoln, va lui dire, ça va être fait. Vous avez participé à plusieurs conférences aussi, fédérales, provinciales ou même internationales avec Mme Sheila Copps, qui était du gouvernement canadien, en matière d'environnement. Qu'est-ce que ça vous rapportait comme expérience? Ça a été vraiment quelque chose de stimulant, vous savez, parce que Sheila, elle était vice-première ministre. Alors, elle avait toutes sortes de travail à faire en dehors pour représenter le Canada. Alors, à un moment donné, moi, j'étais secrétaire parlementaire. Je faisais, en fait, le travail de tous les jours du ministère de l'Environnement, qui incluait toutes sortes de conférences internationales, de ministres de l'Environnement, de Convention des Nations Unies sur la biodiversité, sur la désertification, sur les changements climatiques. J'assistais à toutes ces choses-là en charge des délégations canadiennes. Alors ça a été vraiment stimulant. Peut-être la plus stimulante, c'est que je me suis retrouvé président d'un groupe de travail provincial, fédéral, municipal de Montréal, pour essayer d'amener à Montréal le secrétariat international de la Convention sur la biodiversité. Alors, on était en compétition avec la Suisse, le Kenya, plusieurs pays du monde, et nous avons réussi à gagner. Ça a été vraiment une expérience formidable. Et le secrétaire de la biodiversité a apporté à Montréal aujourd'hui, il y a toutes sortes de comités techniques qui apportent à la fois 500-600 scientifiques qui viennent à Montréal pour une semaine. Là, c'est un apport extraordinaire du point de vue d'abord de reconnaissance scientifique et biodiversité internationale, mais aussi pour l'apport économique à la ville et au Québec. Alors ça a été vraiment quelque chose de très, très stimulant de travailler ensemble pour une réussite. Au Québec, pendant ce temps-là, le gouvernement change. C'est plus les libéraux qui sont au pouvoir, c'est un gouvernement péquiste et c'est le référendum qui s'en vient en 1995. Vous étiez dans le camp du non. Est-ce que vous avez participé activement à la campagne du non? Vous savez, M. Ouellette, qui était à ce moment-là ministre des Affaires étrangères, André Ouellette. André. Lui, il aimait beaucoup le fait que j'avais été au provincial et que je connaissais tous les gens du oui, en fait, Landry, toute la bande, que j'avais travaillé avec eux et contre eux, etc. Alors, il m'avait demandé de siéger au comité central référendaire du côté fédéral. Alors, on était 6 ou 7 là-dedans. Alors, au départ, ça avait été très, très actif. Le comité se rencontrait de façon régulière, etc. Mais plus on avançait, plus on devenait accessoire. Alors, à un moment donné, c'était restreint à 3 ou 4 personnes clés là, qui faisaient ça entre eux. Et d'après moi, ça a été... Enfin, ça, c'est quelque chose que l'histoire jugera, mais justement, c'est devenu beaucoup trop centré sur quelques individus qui décidaient les choses. Et à un moment donné, je crois, enfin, ça, c'est une opinion personnelle, que ce qui a fait virer complètement l'opinion dans le référendum, c'est que une perception incorrecte de la mentalité québécoise, où ici l'émotion joue beaucoup dans la politique. C'est pas, il y a la logique politique, c'est toujours comme ça, mais la minute que Lucien Bouchard est arrivé en scène,
Les jeux étaient faits. C'était devenu quelque chose d'émotionnel, de passionnel, où il a su justement toucher le cœur des gens plutôt que l'esprit ou la logique des études. Alors, nous, on est resté sur les études, sur l'économie. Alors, c'était une partie à armes inégales. D'après moi, on ne peut pas jouer sur des tableaux complètement factuels, politiques, sur le produit naturel brut. Ça ne compte pas dans l'esprit des gens. La plupart ne comprennent pas ces choses-là de toutes les façons. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent des choses qui touchent les tripes. Mais le non l'a finalement emporté. Est-ce que vous avez cru à un moment donné que le oui l'emporte? Ben, écoutez, avant la nuit du vote, on croyait que le non allait passer de façon juste, mais allait bien passer. Mais moi, je me souviens, j'étais dans la salle du député de Jacques Cartier, le Jeff Kelly, et on regardait jusqu'à la dernière minute le oui gagner. C'était réellement une espèce de dernier sprint de parcours. Là, c'était vraiment tellement serré que les gens se demandaient si le non allait gagner. Quelle conclusion vous tirez de tout ça? La conclusion que je tire, c'est que, enfin, moi j'espère que on n'aura pas de référendum, parce que le taux des référendums, c'est divisionnel, ça fracture les gens. Moi, j'ai le respect pour des opposants, c'est jamais personnel, mais malheureusement, ça devient personnel, ces choses-là, parce qu'on parle de choses qui touchent les tripes des gens d'un côté ou de l'autre, les familles se divisent. J'espère que ça n'arrivera jamais encore, mais que si ça arrive, je pense que la seule façon, c'est que chaque camp se dise qu'on fasse ça une fois pour toutes. On ne peut pas le faire tous les 10 ans ou quoi, on va se déchirer en public tout le temps. En 1997, deuxième élection fédérale, toujours dans le même comté de la Chine, Lac-Saint-Louis. Là, vous avez eu une très grosse majorité. Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Je ne sais pas. Non. Je ne peux pas vous dire. À un moment donné, écoutez, en politique, c'est une affaire de longue haleine. Je pense que la clé, c'est d'avoir une communion avec les gens qui vous font confiance et vous leur faites confiance. Alors, dans mon comté, on se sent bien. Je n'ai pas d'ennemis. Francophones et anglophones, on se met bien ensemble. Et du côté fédéral, je pense que c'était comme un vote d'appui. Ils disaient, bon, ben, on est content de ce que vous faites. Alors, à un moment donné, c'est des majorités qui vous font plaisir pour le moment, mais en même temps, vous savez très bien que tout ça, c'est factice. Ça peut tourner d'un jour à l'autre. Hein. Mm-hmm. En 1997 et plus tard, l'an 2000, après chacune des élections, vous avez posé votre candidature pour devenir président de la Chambre des communes, l'orateur de la Chambre, comme on dit à Ottawa, speaker. Est-ce que vous aviez des bons appuis? Oui, vous savez, lorsque j'ai posé cette candidature, ce n'est pas ce que je recherchais en premier lieu, hein, mais lorsque vous êtes dans la politique du côté gouvernemental, si vous n'êtes pas ministre et vous êtes backbencher, il faut quelque chose qui vous donne une ouverture à faire quelque chose. Alors, l'orateur de la Chambre, d'abord, il a un budget de 500 millions de dollars, croyez-le ou non. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que si j'avais eu l'appui, on ne sait jamais, parce que tout ça se fait en secret, mais je crois que la machine appuyait les gens qui étaient là en place, le président en place. Alors, je suis arrivé au 3e ou 4e tour, mais ensuite, 2 fois, je l'ai fait, 2 fois, je me suis fait battre au 4e tour. M. Chrétien ne vous a pas nommé ministre, en fait, ne vous a jamais nommé ministre. Est-ce que ça vous a déçu, ça? Non, ça m'a déçu de façon personnelle. Si j'avais le choix d'être ministre ou de ne pas être ministre, j'aurais préféré être ministre parce qu'on peut faire des choses.
C'est la seule façon dans le gouvernement de faire des choses. En même temps, vous êtes dans ce système, vous êtes obligé de l'accepter. Alors, il y a deux façons de le faire, ou bien d'aller bouder dans votre coin, ou bien de vous servir de ce que vous avez pour faire des choses. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, j'ai eu la chance de faire ces choses et je suis resté très bien avec M. Chrétien. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est un gars qui a beaucoup d'astuces. Il réalisait que l'environnement était une grosse affaire. Alors on était trois environnementalistes chevronnés dans le caucus et il nous écoutait beaucoup. On a eu beaucoup à faire dans la décision de M. Chrétien sur Kyoto, par exemple. Et lui-même, symboliquement, nous a invités les trois à la signature de l'accord. Alors, vous pouvez faire des choses, vous trouvez des façons de réaliser certaines choses. Vous avez aussi, durant vos années à Ottawa, siégé sur le comité du patrimoine. Et là, vous avez apporté vous avez travaillé, en tout cas, pour amener des réformes, entre autres, sur la radiodiffusion, sur le CRTC. Quoi au juste? On a voyagé à travers le Canada, on a écouté toutes sortes de spécialistes, de membres du public. On a fait toutes sortes de recherches et on a produit un rapport immense de 1000 pages sur la radiodiffusion dans le prochain siècle, le changement de technologie, la presse écrite dépassée par la technologie nouvelle, etc. etc. Alors aujourd'hui, ce rapport qui est trop gros pour devenir quelque chose de public parce que les gens ne le liraient pas, mais dans les centres universitaires, etc., c'est utilisé de façon journalière aujourd'hui. Alors ça a créé beaucoup de changements au point de vue du Radio-Canada, CBC, etc. C'est sûr que ça a eu une influence. Alors, ça vous donne une chance de faire des choses qu'autrement vous ne feriez pas. Vous avez quitté, en fait, vous n'êtes pas représenté aux élections de 2004. Oui. Vous en aviez assez de la politique à ce moment-là? J'en avais pas assez, mais à un moment donné, je crois, c'est une des maximes que mon père m'a quitté. Il faut savoir quitter à son temps. J'ai vu trop de gens s'accrocher là et avoir des nostalgies. Vous prenez ça parmi les vieux militaires là, qui vous rengainent toujours sur ce qu'ils ont fait dans la guerre, et les vieux politiciens qui vous racontent toutes sortes de choses et qui ne veulent pas quitter, là, qui traînent dans les halls du Parlement, etc. À un moment donné, vous vous dites, bon, vous allez rester là encore, j'aurais pu être réélu facilement. Et là, vous allez rester là jusqu'à ce que vous allez dormir sur votre chaise au Parlement. Vous avez obtenu plusieurs décorations dans le cours de votre carrière politique, dans le domaine de l'environnement en particulier. Est-ce qu'il y a des reconnaissances qui vous ont fait particulièrement plaisir? Oui, elles vous font toutes plaisir parce que ce sont des gens avec qui vous travaillez au niveau de la base. Alors ça vous fait toujours plaisir parce que c'est une reconnaissance du travail de la base, bénévole et tout. Mais peut-être qu'une qui m'a fait un plaisir particulier récemment, c'est qu'un certificat qui m'a été envoyé par justement Léopold Gaudreau, avec qui j'ai travaillé au ministère de l'Environnement. Nous avions fait le premier centre de données de la biodiversité naturelle. Nous avons lancé ça en partenariat avec une équipe américaine. On a fait le premier centre de données de la biodiversité naturelle au Québec et au Canada. C'était le premier. Aujourd'hui, il y en a 7 au Canada. Alors, il m'a envoyé un jour un certificat de reconnaissance de la création de cette chose-là qu'il y avait. Alors, il y a certaines choses que vous faites comme ça qui vous font beaucoup de plaisir. Une autre chose qui n'est pas tout à fait dans le même de reconnaissance, ça a été qu'au Québec, pendant que j'étais à l'environnement, il y a un de mes collègues là, du ministère, Jean Piette, avec qui je garde
beaucoup de contacts. Il m'a dit un jour, le rapport international Brundtland, Our Common Future, notre avenir à tous, qui a changé tout le mouvement environnemental, la Commission mondiale, qui avait été émis en 87, il m'a dit, il n'y a pas de traduction française. La France a refusé de le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Là, on s'est mis en branle. On a réussi à convaincre un éditeur de Montréal de nous aider à publier la traduction française s'il avait les droits, lui, de reproduction future. Alors, c'est le Québec, le ministère de l'Environnement du Québec, qui a fait la traduction française internationale de Notre avenir à tous. Et alors ça, c'est des choses qui vous font un plaisir particulier que vous retenez. Vous avez fait de la politique à Ottawa, vous en avez fait avant à Québec. Est-ce que le travail est bien différent pour un député? Oui, tout à fait différent. C'est-à-dire que le travail de base, le système parlementaire, le même genre de président, vous levez, le petit discours, tout ça, la routine est la même. Mais le contexte est tout à fait différent. Là-bas, c'est beaucoup plus vaste et le système d'Ottawa se centre surtout sur les comités parlementaires. Les comités parlementaires sont beaucoup plus structurés, sont beaucoup plus importants. C'est eux la chevrerie ouvrière du Parlement canadien. Et c'est là que le député se fait valoir. C'est là où tout se fait. Ici, les commissions parlementaires, de mon temps, n'étaient pas aussi importantes du tout. Le travail se faisait surtout au central. Et il me semble qu'au Québec, ici, on aurait tendance à adopter le système des comités parlementaires fédéraux, de les pousser beaucoup plus loin que nos commissions ici. Et au fédéral, devrait adopter le système interministériel que nous avons au Québec. Là, ce serait le manège qui est complet, selon moi. Et le lieu de pouvoir, le lieu d'influence le plus fort, à part le Conseil des ministres, bien sûr, là, est-ce que c'est l'entourage du premier ministre ou ces comités-là qui sont les plus forts? Le paradoxe du système démocratique parlementaire que nous avons, c'est de croire que c'est complètement démocratique. Mais en pratique, comme vous le savez très bien comme journaliste, le système démocratique d'un Premier ministre lui donne des pouvoirs immenses, beaucoup plus de pouvoirs que par exemple le président de l'Amérique, où en Amérique il est obligé, comme vous voyez aujourd'hui avec le Congrès, là, il est obligé de se débrouiller, de se dépêtrer, tandis qu'un Premier ministre a des côtés franches. Il est à la fois législatif et exécutif. Alors, si vous avez un Premier ministre qui est complètement proactif et décisionnel, comme par exemple M. Chrétien, alors il a des pouvoirs immenses. Alors sa machine à lui, il a ses adeptes principaux, comme par exemple son chef de cabinet. Alors, ils ont beaucoup plus de puissance que les ministres. Le chef de cabinet décide en fait beaucoup de choses que les ministres n'ont pas le pouvoir de décider. Alors, c'est sûr que de part et d'autre, si vous avez un Premier ministre qui est un Premier ministre très décisionnel, proactif et qui tient la machine de près, le pouvoir réside là toujours. Merci beaucoup, M. Lincoln. Merci à vous.